Bonjour à tous. Bonjour à tous. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que votre santé est bonne et que celle de votre entourage et de famille également. Bienvenue à ce webinaire spécial Covid-19 organisé par la section Québec de l'Association nationale des propriétaires de terrains de golf du Canada. Je m'appelle Pierre Pelard et je suis directeur régional de la section Québec de l'association. Alors, ce webinaire rassemble près de 130 personnes, propriétaires, gestionnaires, membres de conseils d'administration, et ce qui représente au total près de 110 clubs de golf de la province. Alors, l'objectif de ce webinaire est de vous permettre de pouvoir mieux appréhender les annonces gouvernementales sur la COVID-19 et par rapport à votre entreprise, également de répondre à vos questions, et puis de vous présenter l'effet saillant du sondage sur l'impact économique de la COVID-19 sur les clubs de golf au Québec. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez utiliser le forum de discussion qui se trouve en bas de votre page et nous y répondrons par la suite. Alors, je vais passer la parole à Nadia Dimina, qui est la présidente de la section Québec de la NPTG du Canada. Merci Pierre. Alors, bonjour, chers consoeurs et chers confrères gestionnaires. Nous vivons tous actuellement une période excessivement particulière. Notre industrie a été frappée de plein fouet dès le mois de mars avec l'annulation de nos 3 expos golf. Heureusement et rapidement, l'initiative de Pierre et Marc de mettre un service en ligne a quand même contribué à nous aider. Donc, Pierre Pelard, qui est notre directeur régional, et Marc Fraser, qui est le directeur des Expos Golf, ainsi gestionnaire du développement des affaires au niveau national. Donc, merci Marc et Pierre pour cette initiative. La NPTG, c'est une vingtaine d'employés à travers le Canada qui sont à votre service. En plus des programmes d'achat groupés, plusieurs avantages vous sont offerts. Je vous suggère de communiquer avec Pierre et Marc, si vous voulez des informations, ou encore de consulter le site web à nptg.ca. Il y a d'ailleurs une section ressources qui est très utile actuellement pendant la crise du COVID. Donc, plusieurs informations sont là pour vous. Donc, moi, j'ai la chance de travailler avec des gens aux 4 coins du pays, mais particulièrement avec les membres de mon conseil consultatif ici au Québec qui sont très actifs. Donc, j'aimerais vous les présenter. Pierre-Luc Dupont-Hébert du club de golf Carling Lake, qui est le vice-président de la NPTG ici au Québec et de la région des Laurentides. Également, Dany Beauséjour du centre d'activité et golf Le Select dans les Laurentides également. Pierre Bernatchez du club de golf L'Aube-Rivière qui est dans la région de Québec. Pierre-Luc Paquette du club de golf Saint-Césaire en Montérégie. Et Daniel Pilon, également de la Montérégie, au club de golf Saint-Zotique. D'ailleurs, Daniel est notre président sortant et il est également trésorier, je m'excuse, sur le board de conseil national de la NPTG. Depuis le début de la crise, notre conseil consultatif, on se réunit au moins 2 fois par semaine afin de discuter des enjeux et de voir les mesures à prendre pour veiller sur vos intérêts. Je sais aujourd'hui, ce que vous vous demandez, c'est quand est-ce qu'on va ouvrir? C'est la grande question que tout le monde se pose. En fait, la réponse, c'est le ministère de la Santé publique qui l'a, c'est le ministère qui va en décider. Par contre, je peux vous dire que même si nous sommes discrets au niveau des médias, nous sommes une table de concertation qui est formée de 20 personnes ici au Québec et qui travaillent très, très activement et qui se rencontrent pratiquement à tous les jours afin d'établir une stratégie et planifier des rencontres avec les différents ministères. Pour la rencontre des différents ministères, la table de concertation a nommé 5 personnes, une personne par association, et j'aimerais vous les mentionner, ce sont de bonnes références pour vous. Alors, Dominique Racine de la PGA du Québec, qui est le président de la table de concertation, François Roy à Golf Québec, Dean O'Doherty de l'ASGQ, l'Association des surintendants du Québec. Il est également surintendant au club de golf La Vallée du Richelieu. Ève Godette de l'ACGQ, donc l'Association des golfs du Québec, également propriétaire du club de golf Montcalm, et moi-même de la NPTG et propriétaire du club de golf Le Versant.
Donc, tout ce groupe-là travaille très fort pour vous représenter actuellement auprès des différents ministères. Nous avons un canal direct avec certains ministères actuellement. Et je peux vous dire que le gouvernement est très attentif à l'industrie du golf. Et vous allez recevoir en après-midi un mémo qui est adressé, un mémo officiel interne qui vous est adressé à tous les clubs de golf au Québec de la table de concertation avec une mise à jour des démarches actuelles et un peu d'informations à ce sujet. D'ailleurs, je vous recommande de regarder régulièrement vos courriels parce qu'il y a d'autres communications qui vont suivre de la part de la table de concertation. Donc, dès qu'on aura un peu plus de précision quant à la date d'ouverture, on va vous tenir au courant. Je sais qu'il y aura d'autres communications officielles qu'on va vous faire parvenir la semaine prochaine. Donc, je vous remercie d'être patient. C'est ce que les ministères nous demandent actuellement. Ils nous demandent d'être patients. Et puis, si toutefois, on nous demande également d'être discret. Si toutefois, vous avez des appels de journalistes, je vous demande de les recommander, de les référer à François Roy chez Golf Québec. C'est lui qui est sur la table de concertation, qui est notre responsable au niveau des communications avec les médias. Donc, sur ce, je vous remercie beaucoup de vous être inscrits en grand nombre à cette belle conférence qui est organisée par la NPTG. Et donc, bon visionnement. J'espère que vous allez aller chercher des informations qui vous seront utiles. Merci beaucoup, Nadia. Alors également, nous avons la chance pendant ce webinaire d'avoir plusieurs de nos fournisseurs qui font partie de notre programme d'achat GolfMax. Et nous avons donc Toro et Moneris qui sont là pour vous parler de la relation qu'ils ont avec l'association et également de vous expliquer comment ils peuvent vous aider dans ce contexte qui est très difficile. Alors, on va commencer par Toro, qui est représenté par Louis-Philippe Boucher de Turf Care, qui est le distributeur de Toro au Québec. Louis-Philippe est le directeur des ventes au Québec. Et Louis-Philippe, je te laisse la parole. Alors, bonjour à tout le monde. Merci d'être présent en grand nombre. Comme Pierre a dit, mon nom est Louis-Philippe Boucher de la compagnie Turf Care. Je suis directeur des ventes chez Turf Care depuis 2011. On m'a demandé de faire un petit mot. Là, il y a, chez Toro et l'association, l'ANPTG, il y a un partenariat concernant les achats d'équipements qui est en vigueur depuis quelques années, qui est ici encore pour l'année 2020. Alors, je voulais parler un petit peu là, de l'entente de partenariat. Dans l'équipement Toro, on parle du premier rabais, qui est un rabais du fabricant qui vient de la compagnie Toro. On parle d'un rabais de 1% qui est offert en exclusivité sur tous les équipements neufs, que ce soit en achat ou en location, lors d'une conversion d'un produit concurrentiel. Ce rabais-là vous donne 1%. Dans l'autre des options qu'on a, on a un autre rabais aussi qui est 0,5% de rabais, mais ce rabais-là, il est offert sur l'équipement usagé, en vente, en achat ou en location, encore une fois, avec une conversion d'un produit qui est concurrentiel. Le troisième volet du partenariat avec l'ANPTG, dans les corps de travail, ça veut dire sur 3 mois, il y a tout le temps un produit qui est vedette. Fait qu'on parle ici, mettons, du mois de février ou mois d'avril, qui est la fin de ce mois-ci, qui va changer en mai pour un autre 3 mois. Il y a des produits qui sont vedettes ou ce que vous êtes capable d'aller chercher un rabais additionnel qui est de 2%, encore une fois, sur des achats ou des locations. Vous pouvez tout trouver cette information-là sur le site de l'ANPTG. Puis ces produits-là changent évidemment tous les 3 mois, comme je l'ai mentionné. Sur un autre ordre d'idée, un petit peu du côté de Turf Care, j'aimerais passer un mot là, au nom de Turf Care. C'est sûr que Turf Care comprend que les terrains de golf, malheureusement, sont fermés. Le printemps est là, puis le golf, il va finir par arriver. On ne sait pas quand, comme Nadia expliquait tantôt, mais c'est sûr que le golf va arriver. Puis bien que beaucoup de choses ont changé, puis il y a des choses qui vont changer dans le futur. Je pense qu'on va changer comment on va faire les choses
entre nous autres. Je crois que le golf et toutes les activités sportives vont changer au cours des dernières années. Mais je veux juste être sûr que tout le monde sache que l'engagement de Turf Care envers votre succès demeure le même et va tout le temps rester le même. On est là pour vous aider. On est là pour vous aider de toutes les manières possibles pour des journées plus belles puis le futur qui va s'en venir pour les terrains de golf. Turf Care reste ouvert pendant cette période du COVID-19 jusqu'à nouvel ordre du gouvernement. Mais on est ouvert. Vous pouvez nous appeler. Le service, les pièces, vous pouvez m'appeler moi, vous pouvez appeler vos représentants chez Turf Care. Turf Care est là, encore une fois, pour vous aider. Puis on est là pour vous soutenir pour le meilleur futur, puis quand le golf va repartir. Alors, si jamais vous avez des questions, gênez-vous pas, vous m'appelez, vous appelez vos représentants. Vous pouvez me rejoindre sur mon téléphone cellulaire, vous pouvez m'appeler par courriel, texto. Mais Turf Care est là, puis on va passer à travers tout ça ensemble. Puis je suis sûr qu'on va avoir une belle année 2020, puis 2021 va arriver aussi assez vite. Alors, merci à tout le monde. Merci Louis-Philippe, merci à toi et à Turf Care et Toro d'être parmi nos fournisseurs et partenaires fidèles à l'association. Alors, je vous ai parlé un petit peu plus tôt que vous pouviez envoyer vos questions via le forum de discussion, mais comme vous pouvez voir, il y a un petit problème technique, je dirais. Donc, si vous voulez envoyer vos questions, que ce soit à nos fournisseurs et par la suite KPMG, vous pouvez envoyer un texto en précisant votre nom et évidemment votre question. Alors, au numéro 438 880 3374. Alors, j'en répète, 438 880 3374. C'est le numéro de Mark Fraser. Donc, à la place du forum de discussion qui devait fonctionner sur Zoom, vous pouvez donc envoyer un texto avec votre nom et évidemment votre question. Merci à tous. Alors, on va continuer ce webinaire avec notre deuxième fournisseur qui est Moneris, qui est partenaire platine également de l'association. Et on a la chance d'avoir Charles Auger, qui dirige les ventes régionales pour l'Est du Canada et qui s'occupe de la NPTG chez Moneris. Charles, je te laisse la parole. Bonjour à tous. Je veux remercier Pierre et Marc et le reste de l'association pour l'invitation. Pour ceux qui me connaissent un peu moins, comme Pierre a mentionné, je suis le directeur régional pour l'Est du Canada. Je m'occupe de la majorité de la province au niveau géographique, au niveau du Québec, ainsi que les provinces de l'Atlantique. Je partage ces tâches-là avec mon collègue Jay Daou, qui s'occupe un peu, là, si on veut, de la région de l'Outaouais, ainsi que Laurentides, la Naudière et l'ouest de la région de Montréal. Ceux qui connaissent un peu moins Moneris aimeraient savoir qu'on est propriété des banques royales du Canada ainsi que de la Banque de Montréal. C'est une entreprise qui a été fondée conjointement de 50-50 par les deux grandes banques canadiennes pour fonder une entreprise qui se spécialise en solutions de paiement pour les commerçants. On a des activités au Canada seulement. On est une entreprise qui est purement canadienne. On n'a aucune activité aux États-Unis. On représente environ une force de travail d'environ 1200 employés. Et de ça, il y en a environ 450 au Québec, si on inclut les équipes de techniciens. On a eu à réagir un peu comme tout le monde aux réalités sociales et économiques du moment. On a annoncé des mesures de stabilité vraiment pour nos clients ainsi que pour nos employés. Ce que ça veut dire pour vous, c'est qu'on est à pleine capacité et puis on est en mesure d'aider autant nos clients existants que des nouvelles opportunités qui viennent à nous de nos différents partenaires ainsi que de nos activités de développement. La relation qu'on a avec l'association présente est très, très importante et très privilégiée chez Moneris. C'est une association, même au niveau personnel, j'ai une excellente relation avec Pierre et Marc et le reste de l'association. On a une proportion de membres au Canada anglais qui sont également clients chez Moneris très importante. On a des belles opportunités de croissance dans le marché actuellement au Québec. Et naturellement, on a des offres qui sont très, très concurrentielles pour les membres de l'association. Je vous invite à voir à votre écran mon adresse courriel si vous aimeriez avoir plus d'informations sur nos offres actuelles, qui est à l'écran maintenant. Les offres sont un peu complexes pour moi de vous expliquer, si on veut, dans les minutes qu'on m'accorde aujourd'hui. Seulement pour vous dire que vous négociez à la hauteur de l'association au niveau volume transactionnel pour la tarification chez Moneris. Donc, vous avez le poids total du membership de l'association derrière vous pour tirer la meilleure tarification possible.
ceux qui vont bien se préparer également dans votre industrie au retour à la normale qui s'annonce relativement prochain vont être ceux qui vont en tirer le meilleur succès. Puis avec la force de frappe et la force de travail dont Moneris dispose pour vous aider avec vos activités, vous êtes dans une bonne position chez nous pour bénéficier des avantages, pour bien vous préparer au retour à la normale. On remarque différents points dans le marché de la consommation présentement chez Moneris. Je voulais vous en partager un peu. On remarque une forte augmentation naturellement des ventes en ligne et du commerce électronique. On remarque également des augmentations au niveau des transactions cartes non présentes, c'est-à-dire des transactions où le consommateur n'est pas présent pour finir son paiement, finir sa transaction. La consommation locale aussi est en hausse. Puis on remarque naturellement là, une grosse baisse de l'utilisation du comptant pour compléter un paiement sur une transaction. Alors, ce que ça veut dire pour vous, c'est qu'il y a potentiellement besoin de s'adapter à une nouvelle réalité qui va être présente lorsque le marché va reprendre. Et puis, ça va inclure des solutions tant au niveau de vos transactions quotidiennes normales qu'au niveau de vos transactions pour vos membres, les forfaits que vous vendez, le commerce pour votre boutique également, qui va potentiellement être porté à changer. Et chez Moneris, on est vraiment les spécialistes de ce genre de solutions-là. On a des représentants qui, en temps normal, se présentent en personne chez vous lorsque c'est possible pour pouvoir prendre vos besoins en considération. Et avec la technologie aujourd'hui, on est capable de faire ça à distance avec les réalités qu'on connaît présentement. Et puis, moi, je gère une équipe d'environ 10 personnes dans mon territoire qui sont vraiment spécialistes de ce type de solutions-là. Commerce électronique, gestion d'inventaire, gestion de paiement également pré-cédulé, si on veut, pour la perception de vos tarifications pour vos membres. Alors, les solutions chez Moneris sont complètes. Je voulais prendre le temps, là, si on a la possibilité de le faire, de prendre quelques questions, mais je veux quand même adresser les réalités, les ajustements, les allègements potentiels chez Moneris pour nos clients existants, parce qu'on réalise que sur le webinaire aujourd'hui, on risque d'avoir quelques clients Moneris qui sont présents. On a naturellement à comprendre la réalité actuelle de plusieurs commerçants qui ont de la difficulté à opérer ou qui ne sont simplement pas capables d'ouvrir. On invite les gens à consulter notre service à la clientèle parce qu'on comprend que les réalités de chacun des commerçants ne sont pas uniques. Les réalités sont très similaires, mais ils ont à être ajustées d'un commerçant à l'autre. Donc, on a une équipe qui est formée, qui est spécialisée pour vous écouter. Si vous voulez nous contacter, je vous donne le numéro de téléphone, mais je pourrais vous fournir l'information par courriel également si vous le voulez. Vous pouvez contacter le 1-866-319-7450, 1-866-319-7450. On a des gens, naturellement, en français et en anglais qui peuvent vous écouter, prendre vos inquiétudes en considération puis vous parler des plans qui sont mis en place pour alléger un peu votre fardeau en termes de tarification actuelle avec la réalité qu'on connaît, où les gens peuvent peut-être opérer de façon plus restreinte ou encore pas du tout dans les réalités actuelles. Alors, je retourne la balle à Pierre. Je ne sais pas s'il y a eu des questions qui nous ont été soumises. Alors, on a une question. On a plaisir d'y répondre. Merci beaucoup, Charles. Et donc, on voit que Moneris est vraiment bien armé, je dirais, pour vous aider. Alors, on a une question. C'est un client actuel. Alors, je ne vais pas le nommer. Oui. Donc, je vais vous lire la question. Je suis un client actuel de Moneris et j'aimerais savoir quelles sont les mesures prises par Moneris pour aider leurs clients qui ne peuvent pas opérer leur entreprise en ce moment. Donc, ça revient un peu à ce que je disais précédemment. Donc, on comprend que les gens ont potentiellement des frais à payer pour des locations de terminaux, des frais à payer pour différents services connexes qu'on a offerts. On a plusieurs de vos membres qui sont clients chez nous qui ont une connotation purement saisonnière, donc qui n'ont pas d'activité l'hiver, qui nous retournent certains terminaux ou qui gardent très peu d'activité chez nous l'hiver pour reprendre au printemps. Si c'est votre cas, si vous aimeriez avoir plus d'informations sur les mesures spécifiques à vous qui peuvent être placées pour alléger un peu votre fardeau, encore une fois, 1-866-319-7450, c'est 1-866-319-7450. Vous pouvez toujours m'envoyer un courriel, mais on a une équipe qui est dédiée de spécialistes qui sont là pour vous écouter, pour répondre à vos besoins. Les solutions ne sont pas toujours uniques à chacun des commerçants. Il faut vraiment prendre vos besoins en considération puis vous écouter et trouver les meilleurs moyens. Nos équipes de spécialistes sont à votre disposition pour ça. Merci beaucoup, Charles. Merci, Pierre. Merci à Toro et à Moneris. Alors, on va continuer le webinaire avec la firme KPMG. Alors, on va rentrer je dirais, dans le vif du sujet avec des questions-réponses sur les annonces gouvernementales récentes sur la COVID et votre entreprise. Alors, on a reçu plusieurs questions, évidemment, sur ce sujet. Pardon. Et donc, on va commencer le webinaire
spécial COVID-19 avec Annie Maillot, Annie est associée de KPMG au sein du groupe de fiscalité et qui va pouvoir vous donner et vous éclaircir au niveau des dernières annonces gouvernementales. Oui, merci Pierre. Bonjour à tous. Je fais partie de l'équipe de fiscalité chez KPMG en relation avec la situation actuelle puis les nouvelles mesures annoncées. On a mis en place une équipe, là, tant au niveau fiscal et économique, pour faire l'analyse des différentes mesures qui ont été mises en place par les gouvernements. Donc, je fais partie de l'équipe au niveau de la fiscalité. Puis, on va essayer de faire un petit résumé aujourd'hui des mesures puis essayer de répondre à vos questions. Évidemment, là, on a pris connaissance de questions qui nous ont été soumises avant. Je pense que le gros des questions porte sur la subvention salariale de 75 %. Alors, je pense qu'on va mettre l'emphase là-dessus. Interaction aussi avec la PCU. Le gouvernement a annoncé hier certains élargissements par rapport à l'application de la PCU. Donc, on va essayer de couvrir ça rapidement puis de répondre à vos questions. Donc, la fameuse subvention de 75 % c'est vraiment une mesure qui vise à limiter les mises à pied, les pertes d'emploi et aussi à encourager les entreprises à réembaucher leurs employés qui auraient été mis à pied ou donner un coup de main aux entreprises pour supporter les salaires de leurs employés. Donc, c'est une mesure c'est une subvention qui est reçue par les employeurs, mais qui couvre des salaires qui sont versés aux employés. C'est un maximum de 75 % du salaire versé. C'est basé sur un salaire annuel de 58 700, ce qui revient à un salaire maximum de 847 $ par semaine. Donc, le montant maximal de la subvention qu'un employeur peut avoir, c'est 847, mais de façon générale, on parle de 75 % de la rémunération qui est versée à notre employé. C'est un programme qui, pour l'instant, est offert pour 12 semaines, donc du 15 mars au 6 juin. Par contre, dans la mesure législative qui a été adoptée le week-end dernier, le gouvernement s'est gardé la possibilité de prolonger la mesure jusqu'au mois de septembre, tout dépendant de l'évolution de la situation, là, puis de l'impact économique de la mesure. Donc, comme je mentionnais, c'est une mesure qui est appliquée sur le montant des salaires qu'un employeur verse à ses employés. Ce qui est important à savoir, c'est que la mesure s'applique aussi pour des salaires qui sont versés à des employés qui ont un lien de dépendance avec l'employeur. Donc, un employé qui est également actionnaire ou propriétaire d'une société peut bénéficier de la subvention relativement au salaire qui lui est versé. Il n'y a pas de subvention si le versement se fait par voie de dividende, mais il y a une subvention qui est disponible pour des salaires qui sont versés à un employé qui a un lien de dépendance avec l'employeur. Par contre, il faut faire attention ici, il faut que la personne ait été à l'emploi au 15 mars, au moment où la mesure a été mise en place, parce que le montant de la subvention tient compte du salaire qui a été gagné, le salaire moyen entre le 1er janvier et le 15 mars. Donc, on devait déjà avoir un salaire qui était versé pendant cette période-là pour avoir droit à la subvention dans un contexte d'employé avec lien de dépendance. Un autre élément qui est couvert par la mesure, c'est que pour un employeur qui a des employés qui, par exemple, continuent d'être sur la paye, continuent d'être payés, mais qui sont en congé, il y a un remboursement qui est offert des cotisations employeurs à l'assurance emploi, Régime de pension du Canada, RRQ et RQAP. Ici, on vise seulement des cotisations qui sont versées relativement à des employés qui sont en congé payé, ce qui est différent de nos employés qui sont payés mais qui se présentent au travail. Donc, cet élément-là est important. Également, j'essaie de voir rapidement. Également, ce qui est indiqué, c'est que la subvention qui est reçue par l'employeur, c'est un montant qui va devoir être inclus dans son revenu. Évidemment, ça compense pour des salaires que l'employeur va payer à ses employés, donc qui sont déductibles dans le calcul de son revenu. Mais la subvention comme telle qui est reçue va être incluse dans le revenu de l'employeur. Et si jamais il y a d'autres crédits d'impôt qui sont disponibles pour l'employeur relativement aux salaires qui sont versés, c'est certain qu'il va y avoir un ajustement. Là, on ne pourra pas avoir un dédoublement des mesures fiscales là, relativement au même salaire. Donc, si on continue, qui peut avoir droit à la subvention? C'est quand même assez large. Évidemment, on parle d'une société, les employeurs qui sont incorporés, mais on parle aussi de particuliers qui ont des numéros d'entreprise qui font des remises de retenue à la source. On parle aussi des organismes à but non lucratif, des organismes de bienfaisance enregistrés. On vise également des sociétés de personnes dont la totalité des associés sont par ailleurs des employeurs qui sont admissibles.
Également, un des éléments qui est important pour se qualifier pour la mesure, puis c'est là où ça soulève beaucoup de questions, c'est la question de savoir est-ce que j'ai une diminution de mes revenus, parce que la mesure vise certaines entreprises qui sont particulièrement en difficulté et qui ont subi une baisse de leurs revenus qui est importante pour les mois de mars, avril et mai. Et on parle d'une baisse de revenus pour le mois de mars, on parle d'une baisse de revenus de 15 pour le mois d'avril de 30 et pour le mois de mai de également 30 La baisse de revenus se calcule de différentes façons. Un employeur peut choisir de comparer son revenu pour mars 2020 avec le revenu de mars 2019, donc le revenu du mois équivalent de l'année précédente, ou il peut également faire le choix de prendre comme comparable la moyenne de ses revenus pour janvier et février. C'est une mesure qui vient évidemment là, aider des sociétés qui, par exemple, une start-up qui a commencé ses activités après le mois de mars 2019, qu'il n'y a pas de comparable pour l'année 2019. On permet à ce genre d'entité-là d'également se qualifier. C'est certain que c'est quand même ça exige d'avoir des revenus, ça exige d'avoir des revenus pendant les périodes de comparaison qui sont prévues. Donc, c'est certain que pour des sociétés qui n'ont pas de tels comparables, pour l'instant, il n'y a pas d'allègement, il n'y a pas de possibilité de se qualifier qui est offerte. Nos périodes de référence, donc comme je disais, un employeur pour se qualifier pour la mesure doit être en mesure de démontrer qu'il y a une baisse de revenus pour soit le mois de mars, d'avril ou mai. C'est une qualification qui se fait à chaque mois. Et si un employeur, disons, se qualifie pour le mois de mars 2020, parce qu'il y a une baisse de revenus d'au moins 15 ce que ça veut dire, c'est que les salaires qui sont versés à ces employés pour la période du 15 mars au 11 avril vont être admissibles à la subvention. Pour le mois d'avril 2020, si on a une baisse de revenus de 30 par rapport soit au mois d'avril 2019 ou encore une fois à la moyenne de janvier ou de février 2020, nos salaires qui sont versés du 12 avril au 9 mai vont être admissibles à la subvention. Et pour le mois de mai 2020, on parle des salaires qui seraient versés entre le 10 mai et le 6 juin. Il y a un élément très important d'un allègement qui va être bénéfique pour plusieurs employeurs qui a été annoncé dans le cadre de la mise en place de la mesure législative, c'est qu'on donne la possibilité à un employeur qui se qualifie pour une période en question, disons pour le mois de mars, d'être qualifié non seulement pour le mois de mars, mais également d'être automatiquement qualifié pour la période qui suit, donc dans mon exemple, le mois d'avril, ce qui ferait en sorte qu'un employeur qui est capable de démontrer une baisse de ses revenus de 15 pour le mois de mars serait admissible à la subvention pour ses salaires versés entre le 15 mars et le 11 avril, mais également pour ses salaires qui sont versés entre le 12 avril et le 9 mai, qui est la période du mois d'avril. Même chose s'applique pour un employeur qui se qualifie pour le mois d'avril avec une baisse de 30 de ses revenus. L'employeur serait automatiquement qualifié pour le mois d'avril, mais également d'emblée pour le mois de mai. Donc, n'aurait pas à démontrer une baisse de revenus pour le mois de mai pour avoir droit à la subvention sur les salaires versés pour la période d'admissibilité correspondante. Donc, une autre question importante, c'est quand on parle de la détermination de la condition d'admissibilité qui est basée sur une baisse des revenus, on parle de revenus admissibles. Les revenus admissibles, la définition est assez large. On parle de rentrée de sommes d'argent ou autres contreparties reçues ou à recevoir dans le cours des activités normales de l'entité au Canada. On parle généralement de sommes qui sont reçues au titre de la vente de biens, de prestations de services ou de l'utilisation par d'autres des ressources de l'entité en question qui veut se qualifier. On exclut certains éléments des revenus admissibles, par exemple des éléments extraordinaires et aussi, de façon générale, la règle prévoit qu'on doit exclure des revenus qui sont tirés avec de parties avec lien de dépendance. Il y a une exception particulière que je pourrais discuter par la suite. On prévoit aussi que les revenus doivent être calculés selon les pratiques comptables habituelles de l'employeur. Et j'ai ma collègue Tracy qui va pouvoir commenter là, un petit peu plus sur la méthodologie de calcul des revenus un petit peu plus tard dans la présentation. Et on donne aussi la possibilité à un employeur de choisir la comptabilité d'exercice ou la comptabilité de caisse. Par contre, si on fait le choix d'une méthode de comptabilité pour déterminer nos revenus admissibles pour un mois, on doit appliquer la même méthode pour tous les mois subséquents.
Donc, si un employeur choisit d'utiliser la comptabilité de caisse pour le mois de mars, il doit utiliser pour déterminer s'il y a une baisse de revenus pour les mois d'avril et mai, également la comptabilité de caisse. Donc, interaction entre les mesures, c'est un élément qui est revenu souvent aussi dans vos questions. Il y a différentes mesures qui sont offertes pour les employeurs et les employés qui interagissent avec la subvention salariale de 75 Un employeur a également, un employeur qui est une société privée sous contrôle canadien qui a droit à la déduction pour petite entreprise. Est un employeur qui peut également bénéficier d'une autre subvention salariale. C'est une subvention salariale de 10 qui se calcule sur le revenu, le salaire qui sont versés à ses employés pendant la période du 18 mars au 19 juin. Et c'est jusqu'à concurrence de 1 375 $ par employé et c'est pour un total de jusqu'à concurrence de 25 000 $ par employeur. C'est une subvention qui se calcule en faisant des retenues à la source sur, dans le fond, l'employeur fait des retenues à la source sur les salaires qui sont versés à ses employés et il peut conserver une partie des sommes qui devraient autrement être remises aux autorités fiscales jusqu'à concurrence des sommes qui sont mentionnées. Donc, c'est une subvention qui est assez facile à obtenir dans le sens que si on est qualifié, c'est quelque chose, on n'a pas besoin d'attendre un remboursement du gouvernement. C'est quelque chose qui est automatiquement reçu là, par l'employé, qui peut être financé à même les retenues à la source qu'il fait sur le salaire versé à ses employés. Donc, si on a un employeur qui est à la fois admissible à la subvention salariale de 10 et celle de 75 bien, le montant de la subvention de 75 qui va être disponible pour l'employeur va être réduit de la subvention de 10 qui va être reçue par l'employeur. Également, si on a des employeurs qui ont mis en place des programmes de travail partagés où on a des employés qui sont avec des semaines réduites, des heures de travail réduites et qui partagent le travail avec d'autres employés, peuvent avoir droit à des prestations d'assurance emploi. Eh bien, le montant des prestations qui vont être touchées en vertu de ce programme-là vont également réduire le montant de la subvention de 75 Et finalement, je mentionnais que dans certains cas, pour des employés qui sont en congé payé, les employeurs ont droit à un remboursement des cotisations employeurs à certains programmes. C'est un montant qui est ajouté là, au montant qui est disponible pour les employeurs. Ce qui est important à noter ici, c'est que les employeurs doivent quand même continuer à faire les déductions à la source. Il va y avoir un processus qui va être mis en place pour obtenir le remboursement, un peu de la même façon que les employeurs vont pouvoir obtenir la subvention salariale de 75 Pour l'instant, les indications qu'on a du gouvernement, c'est que la subvention va pouvoir, la demande va pouvoir être faite en ligne. Il va y avoir un portail spécial qui va être mis en place sur le site du gouvernement du Canada pour faire la demande. Quand la mesure législative est sortie la fin de semaine dernière, le gouvernement a indiqué qu'il travaillait très fort pour rendre le portable accessible le plus rapidement possible. On parlait d'un délai à 2 à 5 semaines pour que le tout soit mis en place, que les employeurs puissent s'inscrire et faire la demande. Ça va être important pour les employeurs d'avoir accès à mon dossier, d'avoir créé leur accès à mon dossier pour accélérer le traitement de leur demande une fois qu'ils vont pouvoir s'inscrire parce que ça va être la façon la plus rapide d'obtenir le remboursement. Donc, une chose à garder en tête. Également, un élément qui revient souvent dans les discussions, c'est que la subvention couvre 75 du salaire qui est versé aux employés jusqu'à un maximum de 847 $ par semaine. Il y a beaucoup d'employeurs qui posent la question, mais qu'en est-il du 25 qui n'est pas couvert par la subvention? Est-ce qu'on doit absolument le payer? Comment ça fonctionne? Est-ce que ça peut par ailleurs réduire le montant d'une subvention? Bien, dans la mesure législative, il n'y a aucune obligation d'un employeur de payer un montant additionnel à l'employé ou de s'assurer que l'employé avait le même salaire qu'avant la crise. Le gouvernement a indiqué à maintes reprises qu'il encourageait fortement les employeurs à maintenir les salaires avant la crise et à utiliser leurs meilleurs efforts pour y arriver, mais il n'y a pas d'obligation formelle dans la loi. Il n'y a pas d'indication que ça pourrait venir réduire le montant de la subvention ultérieurement non plus.
Également, il y a un élément qui est important de mentionner là, au niveau de la mesure de 75 %. Il y a des règles anti-évitement qui ont été mises en place. On veut évidemment s'assurer qu'il y a beaucoup de... C'est une mesure qui a été adoptée très rapidement et le processus de remboursement va se faire aussi très rapidement. Donc, les vérifications vont être relativement limitées là, au niveau de l'admissibilité des employeurs. Donc, l'employeur va devoir avoir une personne interne qui s'occupe des finances, qui va pouvoir attester des baisses de revenus. Et également, il y a une règle anti-évitement qui prévoit que si on a un employeur qui essaie de volontairement ou frauduleusement de diminuer ses revenus pour avoir le droit à la subvention, il y a des pénalités qui vont s'appliquer. Donc, il faut faire attention pour un mauvais usage de la subvention. Là. On s'entend que c'est dans un contexte très exceptionnel, que c'est une mesure d'urgence. Donc, on veut vraiment viser les gens qui sont vraiment dans le besoin. Donc, subvention de 10 % salariale, j'en ai parlé brièvement. Donc, c'est un autre outil qui est mis à la disposition des employeurs pour subventionner des salaires qui sont versés à leurs employés. C'est d'application plus restreinte parce que là, on parle d'une société privée sous contrôle canadien qui a droit à la DPE. D'autres types d'organismes aussi sont également visés. Mais c'est beaucoup plus facile dans le sens qu'il n'y a pas de demande à faire au gouvernement. C'est autofinancé, comme j'avais mentionné. Peut-être glisser un mot rapidement sur la prestation canadienne d'urgence, qui est une aide qui vise les travailleurs. Ça permet aux travailleurs d'obtenir un montant jusqu'à 2 000 $ pour une période de 4 semaines. On vise des travailleurs qui ont perdu leur emploi ou sont sans revenus en raison de la situation de la COVID. On a des exceptions où on a un élargissement, en fait, qui a été prévu par le gouvernement hier. Il y avait beaucoup d'employeurs qui disaient, bien, j'ai des employés qui, pour eux, c'est peut-être plus avantageux d'utiliser la prestation canadienne d'urgence. Ça leur donne 2 000 $ par mois plutôt que le salaire qu'ils gagneraient autrement ou avec des heures réduites de travail. Donc, le gouvernement a été à l'écoute de ces problématiques-là et a annoncé hier un élargissement. Donc, on va accorder aux travailleurs la prestation canadienne d'urgence, même s'ils ont gagné un certain montant d'argent, jusqu'à concurrence de 1 000 $ par mois. Donc, un travailleur pourrait continuer à travailler à salaire réduit ou avec un nombre d'heures réduite, mais quand même avoir droit à la prestation canadienne d'urgence dans la mesure où le revenu gagné n'excède pas un montant de 1 000 $ par mois. Je pense dans les questions qui avaient été mentionnées aussi, peut-être brièvement, également, il est à noter que la prestation canadienne d'urgence n'aura pas d'impact sur le droit à l'assurance emploi. Pour l'instant, il n'y a pas de changements qui ont été annoncés aux prestations d'assurance emploi. Est-ce qu'on va modifier le nombre de semaines d'admissibilité? Est-ce qu'on va modifier le calcul des heures et les montants qui vont être versés? Pour l'instant, il n'y a pas de précisions qui ont été données à ce niveau-là, mais ce n'est pas impossible qu'on puisse s'attendre à des changements. Là. Ça bouge assez rapidement là, à plusieurs niveaux. Là. Oui, peut-être, bon, c'est Éric Favreau ici, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on entend très bien, Éric. En fait, Tracy, peut-être juste donner une précision sur le calcul finalement des revenus, là, parce que je pense que c'est une question quand même qui est importante. Là, puis, donc, je ne sais pas si ton micro est allumé. Oui, oui, effectivement. Fait que les revenus peuvent être calculés selon la méthode comptable normale de l'employeur et excluent les revenus de postes extraordinaires et des montants à titre de capital comme les dividendes. Il faut aussi noter que les revenus doivent être gagnés au Canada, puis provenir de sources sans lien de dépendance, comme des revenus d'entités affiliées. Les revenus peuvent être calculés selon la méthode de comptabilité d'exercice ou la méthode de comptabilité de caisse. Le choix est important à noter car la comptabilité d'exercice peut exclure les revenus reçus d'avance pour les services qui n'ont pas été livrés durant la période en question, tandis que la comptabilité de caisse permet de considérer les sommes d'argent encaissées et ignore le fait que le service n'a pas été rendu. Les employeurs doivent maintenir la même méthode pour chaque période pour s'assurer qu'on compare des pommes avec des pommes et on doit maintenir la même méthode pour la durée du programme. Aussi, le montant de la subvention salariale reçue par l'employeur pour un mois donné est ignoré aux fins du calcul.
La diapositive, je pense que la diapositive sur la page 6 contient des clarifications pour les groupes de sociétés et l'interprétation des règles est toujours en cours. Alors, si vous avez des questions spécifiques concernant votre groupe de société, nous suggérons de communiquer avec nous pour une consultation qui va tenir compte de votre situation particulière. Je donne la parole à Éric pour parler des autres. Alors, Éric, pardon, peut-être avant de continuer, pardon, je n'ai pas eu le temps d'introduire Tracy, qui est associée chez KPMG au sein du groupe Audit. Et beaucoup de questions que l'on a. Peut-être si on peut faire une petite pause dans les présentations. Alors déjà, tous ces documents, en fait, ils vont vous être envoyés après le webinaire. Donc, vous aurez en plus une version beaucoup plus détaillée. Donc, vous pourrez retrouver ces documents dans vos courriels. Je vais poser une question, une première peut-être pour Annie. On nous demande si la subvention salariale de 75% est disponible pour le retour des employés saisonniers. Est-ce que la subvention salariale de 75% est en fait applicable dans le cadre de retour d'employés saisonniers? Il n'y a pas de restriction à ce niveau-là. La subvention, elle est disponible relativement à des employés qui reçoivent un salaire. Donc, dans la mesure où on a des employés qu'on réembauche, ça peut être aussi des nouveaux employés qui sont embauchés à partir du moment où ces employés-là travaillent, pas nécessairement travailler, mais ces employés-là reçoivent une rémunération qui sont payés de l'employeur. Donc, la subvention, elle est disponible relativement à eux. D'accord. Alors, je vais juste redire parce qu'on reçoit beaucoup de textos, d'appels pour que je redonne le numéro de Marc parce qu'il y a beaucoup de questions. Alors, je vais redire le numéro 438-880-3374. 438-880-3374. Donc, vous pouvez envoyer vos questions avec le nom de votre club de golf. J'ai une autre question. Si c'est possible, pour encore la subvention salariale de 75%, très populaire. C'était par rapport à la présentation, la diapositive 2 ou 3, on me dit. Est-ce que la personne se demande s'il a bien lu que c'est en vigueur jusqu'en septembre? Est-ce que la subvention de 75%, subvention salariale de 75%, serait en vigueur jusqu'en septembre? En fait, ce qui est indiqué, c'est que le ministre s'est gardé la flexibilité de prolonger le programme jusqu'en septembre 2020. Ça va dépendre de la situation du contexte économique et de la situation de la COVID. Pour l'instant, le programme est officiellement en vigueur pour les mois de mars, avril et mai, mais effectivement, il y a la possibilité de le prolonger. On n'a pas les détails encore, on n'a pas la confirmation si ça va être le cas, mais cette possibilité-là existe à la discrétion du ministre. D'accord, merci Annie. Éric, on a envoyé aussi sur votre courriel pas mal de questions aussi. Je ne sais pas si… Est-ce que vous voulez peut-être d'abord parler, puis ensuite on reprendra des questions? Oui, ben c'est ça, parce que là, oui, en fait, peut-être… Alors, juste Éric, qui est directeur exécutif chez KPMG, qui s'occupe du financement corporatif et du bureau de gestion familiale. Merci Éric. Bon, ben merci Pierre. Bonjour à tous. Alors, évidemment, on va voir rapidement parce qu'on a quand même beaucoup de choses à discuter en très peu de temps. Là. Évidemment, comme disait Pierre, vous allez recevoir un document plus détaillé là, qui va reprendre un peu ce dont on a discuté aujourd'hui. Premier programme disponible au niveau des entrepreneurs, donc des propriétaires de golf, de clubs de golf. Évidemment, BDC et EDC sont les gestionnaires d'un programme de 40 milliards du gouvernement canadien, en vertu duquel, évidemment, les entreprises peuvent obtenir des prêts additionnels qui sont garantis par le gouvernement à hauteur de 80% et par le banquier à 20%. Alors, évidemment, la porte d'entrée de ce programme-là, si ce n'est déjà fait, évidemment, c'est de contacter votre banquier et de voir quels sont les programmes, quelles sont vos alternatives. En gros, pour des revenus de moins d'1 million de dollars, vous avez le droit vous pourriez obtenir des prêts jusqu'à concurrence de 312 000 $. Si vous avez des revenus entre 1 million et 50 millions de dollars, le montant du prêt peut aller jusqu'à 3,1 millions. Et évidemment, si on a des revenus supérieurs à 50 millions, c'est un prêt qui peut aller jusqu'à concurrence de 6 250 000 $. Également, EDC cautionne également votre institution financière. Donc, évidemment, la porte d'entrée de ce programme-là, c'est vraiment d'appeler votre directeur de compte.
L'autre programme, qui est un programme quand même assez facile à obtenir, c'est un programme, c'est ce qu'on appelle le compte d'urgence pour les entreprises canadiennes. Donc, c'est un montant, c'est un prêt jusqu'à concurrence de 40 000 qui est disponible pour des entreprises qui ont payé en 2019 entre 50 000 et 1 million de dollars de masse salariale. Donc, le montant de ce prêt-là, évidemment, c'est un montant de 40 000 $. Ce montant-là n'entraîne pas ni d'intérêt ni de remboursement de capital jusqu'au 31 décembre 2022. Si vous remboursez ce prêt-là avant la date du 31 décembre 2022, le gouvernement va radier 25 % du prêt, donc jusqu'à concurrence de 10 000 $. Par la suite, évidemment, le prêt portera un taux d'intérêt de 5 % et sera remboursable là, sur 3 ans. Également, BDC, alors ça, c'est également, les clubs de golf sont admissibles à ce programme-là. BDC gère un programme qui permet d'avoir accès à ce qu'on appelle des prêts de fonds de roulement jusqu'à concurrence de 2 millions de dollars. Donc, évidemment, ça permet, évidemment, pour démontrer le besoin de fonds là, en raison de la COVID. Donc, c'est un montant quand même, évidemment, un taux d'intérêt quand même qui est le prime moins 1,75 % de la BDC. Donc, c'est un prêt quand même qui ne coûte pas cher. Il y a également un congé de remboursement de capital de 12 mois. Et après ça, c'est un prêt qui est payable, remboursable sur 24 mois et qui a la particularité que sur ce 24 mois-là, on ne rembourse que 40 % du capital et il y a ce qu'on appelle un balloon payment là, de 60 % à la fin du capital. Donc, évidemment, il faut démontrer le besoin de fonds et qu'on a besoin vraiment là, de ces montants-là. Alors, évidemment, si vous êtes déjà client de la BDC, vous communiquez avec le directeur de compte. Et si vous n'êtes pas client de la BDC, la BDC va prendre également des nouveaux clients. Je vous donnerai à ce moment-là, vous aurez le numéro à contacter. Important aussi, souplesse, le gouvernement fédéral, souplesse au niveau de reporter les dates de dépôt des rapports d'impôt. Donc, le dépôt des rapports d'impôt a été reporté jusqu'au 1er juin 2020 et le paiement des acomptes provisionnels puis de l'impôt sur le revenu peut être reporté également jusqu'au 1er septembre 2020. Il en va de même également TPS TVQ. Évidemment, vous pouvez reporter vos paiements jusqu'au 30 juin sans intérêt ni pénalité. Évidemment, il faut quand même faire produire nos rapports de TPS TVQ quand même aux dates prévues, bien qu'il y a des productions tardives qui vont pouvoir être permises sans pénalité. Autre programme disponible, bon, Caisse de dépôt, le gouvernement du Québec a donné mandat à Caisse de dépôt pour 4 milliards de dollars pour des nouveaux projets. Évidemment, les clubs de golf sont également admissibles si vous avez des projets d'expansion. Évidemment, c'est que ce soit des projets quand même de plus grande envergure, de plus de 5 millions de dollars. Les deux grands fonds fiscalisés, Fonds de solidarité, Fonds d'action, si vous les avez avec vous, évidemment, normalement, on sont supposés avoir donné un congé de remboursement de capital et intérêt pour 6 mois. Donc, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à les contacter. Du côté du gouvernement du Québec, évidemment, le gouvernement du Québec focus beaucoup plus sur les entreprises. Donc, évidemment, il y a le programme d'action concertée temporaire pour les entreprises et les clubs de golf, puisque vous offrez un service, vous y êtes admissible. Ce programme-là est également géré de concert avec votre institution financière et constitue finalement des garanties de prêt auprès de votre banque ou de votre caisse populaire qui, à ce moment-là, vont vous permettre d'aller chercher des fonds additionnels, évidemment, en démontrant que le COVID, évidemment, vous empêche de livrer votre service, qui est effectivement là, de permettre la pratique du golf. Il y a également, ça c'est très intéressant parce que c'est plus facile peut-être d'accès dans vos régions. Le gouvernement du Québec, avec Investissement Québec, a annoncé une enveloppe de 150 millions de dollars qui met à la disposition des MRC et territoires. Donc, de ce montant-là, bon, évidemment, il y a 40 millions qui vont à Montréal, 10 millions vont à Québec. Et 100 millions est disponible pour le reste du Québec. Donc, moi, je vous invite à contacter vos MRC respectives pour voir quels sont vos besoins. Et puis, vous avez un prêt, c'est un montant maximal de 50 000 $. Donc, quand on rajoute le 50 000 aux 40 000 du fédéral, ça fait au total 90 000 $.
Bon, évidemment, l'Investissement Québec a donné des assouplissements sur les remboursements de prêts. Je vous invite également, évidemment, de contacter vos municipalités si c'est déjà fait. Évidemment, plusieurs municipalités donnent des congés de paiement de taxes. Et évidemment, là, je vous invite à contacter vos municipalités respectives. Commission des normes du travail également a donné jusqu'au 31 août 2020 comme moratoire pour le paiement des cotisations. Donc, c'est un élément d'assouplissement. Pour ce qui est du MAPAC, évidemment, ceux qui ont des permis pour servir de la nourriture et tout ça, c'est vos permis d'échéance, ne vous inquiétez pas, ces permis-là ont été renouvelés automatiquement. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. La même chose également au niveau des permis d'alcool. Donc, depuis le 18 mars, la Régie des permis d'alcool n'émet plus de nouveaux permis. Ce qui fait que si votre permis venait à échéance durant cette période-là, à ce moment-là, votre permis est renouvelé automatiquement. Bon. Puis évidemment, dans certaines de vos régions aussi, là, si vous avez des projets, je sais que le ministère du Tourisme également va arriver avec des nouvelles enveloppes pour promouvoir certaines activités. Tout ça, mais ça, évidemment, c'est à venir. Et voilà. Bon, même chose au niveau de la production des rapports d'impôts et également des rapports TPS, TVQ. Le gouvernement du Québec s'est aligné sur le gouvernement fédéral, donc on a exactement les mêmes dates de moratoire. Ça, c'est le sommaire que vous allez avoir de ce au travers de quoi je viens passer. Voilà. Alors, il nous reste 8 minutes de questions. Merci beaucoup, Éric. Alors, pour les questions, on est en train de les recevoir. Alors oui, il y en a beaucoup. On va commencer par la première. Alors, notre entreprise n'a pas l'historique de l'an dernier, car nous prenons la charge cette année. Alors, pour être admissible, peut-on se servir de l'historique du gestionnaire de l'an dernier pour se qualifier? Est-ce que vous voulez que je répète la question ou est-ce que… En fait, je ne suis pas trop certaine de ce que ça veut dire le gestionnaire de l'an dernier, mais les critères sont relativement clairs. L'allègement qui a été prévu, c'est pour des entreprises qui n'ont pas de comparable pour les mois équivalents de 2019, donc mars, avril et mai 2019. Il y a la possibilité de faire la moyenne des revenus pour janvier et février comme comparable de soit mars, avril ou mai 2020, mais pour l'instant, c'est le seul allègement possible, la seule possibilité de se qualifier pour démontrer la baisse de revenus. D'accord, merci. Alors, deuxième question. Pour la subvention salariale de 75%, si les employés saisonniers n'étaient pas réembauchés au 15 mars, est-ce que cela fonctionne? Car la plupart des employés du Golfe sont réembauchés en avril. La subvention serait admissible ou serait disponible à partir du moment où les employés sont réembauchés, dans la mesure évidemment où l'employeur respecte le test de démission de revenus pour la période en question. Mais les employés n'ont pas à être réembauchés depuis ou avoir été au travail à partir du 15 mars pour avoir droit à la subvention. Elle serait applicable à partir du moment où ils sont embauchés et payés. Alors, bonjour. Pour les employés de terrain qui sont saisonniers, peut-on tous les réengager en avril ou mai pour préparer le terrain et de préparer le terrain à l'ouverture? Parce qu'on parle d'opérer avec le minimum actuellement. Alors, je répète, pour les employés de terrain qui sont saisonniers, peut-on tous les réengager en avril ou en mai pour préparer le terrain? Parce qu'on parle d'opérer avec le minimum actuellement. Je pense que ça revient un petit peu à la réponse peut-être que j'ai dit précédemment. Il n'y a pas d'obligation d'avoir des employés qui étaient au travail au 15 mars pour avoir droit à la subvention. Donc, si on réembauche nos employés à quelque part au mois d'avril, on verse des salaires à partir de ce moment-là et on est admissible parce qu'on a une baisse de revenus qu'on peut démontrer. Les salaires qui sont versés à partir de ce moment-là seraient admissibles pour le calcul de la subvention. D'accord. Alors, si je pose une question qui a déjà été répondue, pas la peine Annie, vous pouvez le dire. Est-ce que la subvention de 75% s'applique aux employés saisonniers embauchés au printemps, employés de terrain, superviseurs de cuisine? Alors, est-ce que la subvention… Je pense que ça revient au même point. D'accord. Alors, une autre question. Nos employés saisonniers, comme le surintendant, n'est pas couvert par la subvention? Point d'interrogation. Je pense qu'encore la question de saisonnier n'est pas pertinente pour les employés. À partir du moment où l'employé est réembauché, la subvention va devenir disponible. D'accord. Alors, il y en a d'autres. Alors, si on veut contacter le gouvernement pour le prêt de 40 000 $, parce que j'ai une question pointue, où j'appelle?
En fait, c'est via votre banquier. Donc, autrement dit, normalement, là, la plupart des institutions financières ils ont une partie, c'est via leur site web. Ils ont ouvert une partie de leur site web où tout ce dont vous avez besoin, c'est une copie de votre sommaire, du sommaire T4 2019, sur lequel vous rentrez le montant de la case A, si ma mémoire est bonne, et tout simplement, vous mettez votre numéro d'entreprise et c'est automatique. D'accord. Alors, autre question. Il faut avoir donné entre 50 000 $ et 1 million de salaire en 2019 comme condition. Je pense qu'on parle de la subvention salariale, sauf que j'ai… non, ça, c'est pour le prêt d'urgence. Le prêt d'urgence à 40 000 $. Pardon. Ah oui. Alors, je répète la question, pardon. Il faut avoir donné entre 50 000 et 1 million en salaire en 2019 comme condition, sauf que j'ai une entente avec le club de golf et c'est eux qui paient les salaires. J'ai quand même de l'inventaire à soutenir. Est-ce que c'est possible de priver que le club paie minimum 50 000 $? En fait, c'est celui qui paye le salaire qui a le droit à cette subvention-là. Donc, évidemment, si c'est le club de golf qui a émis le T4, le formulaire T4 sommaire, mais c'est lui, à ce moment-là, c'est le club de golf qui va pouvoir avoir accès au montant. D'accord. Alors, il y a une autre question qui arrive. Alors, un employé qui a travaillé au golf l'an dernier et qui ne voulait pas revenir à l'emploi en 2020, peut-elle aller sur le PCU même si c'est un départ volontaire? Non, les règles sont claires pour le PCU. On ne peut pas avoir un employé qui a quitté volontairement son emploi. Parfait. Alors, autre question qui est en train d'arriver. Désolé un peu pour le petit décalage. Alors, ah oui, alors, question, j'aimerais qu'on reparle des permis d'alcool. Les permis d'alcool, bon, je ne sais pas si c'est une question qu'on peut… En fait, c'est que tout ce que j'ai dit sur la question des permis d'alcool, c'est qu'à partir du 18 mars, le ministère, la Régie des permis d'alcool n'émet plus de nouveaux permis. Donc, à ce moment-là, c'est un peu comme les permis de voiture. Donc, autrement dit, les permis ont été renouvelés automatiquement, puis il va y avoir des modalités de renouvellement qu'on n'a pas encore disponibles. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a éventuellement d'autres questions? On va peut-être prendre une dernière question. Je vais répéter le numéro 438. Ah, ça y est, pas besoin de répéter le numéro. Alors, à propos du prêt d'urgence, la masse salariale est maintenant de 20 000 à 1 million depuis ce matin. Bon, ça, ce n'est pas une question, c'est une mise à jour apparemment. Ah, ben écoutez, c'est possible, là. Je ne l'ai pas vu passer celle-là. Ça change tellement vite que c'est difficile, je dirais, de garder toutes les informations à jour. Donc, on remercie la personne qui nous a donné l'information. Comme ça, on en fait profiter tout le monde. Alors, je vais répéter une dernière fois le numéro, peut-être, si vous avez on a encore 2 minutes, 438-880-3374. 438-880-3374. Alors, je regarde parce que j'ai un… Alors, oui, une autre question. Je suis gestionnaire d'opérations du club de golf et suis rémunéré de mai à décembre, une fois par mois. Et je suis rémunéré comme un contracteur indépendant. Est-ce que je suis éligible comme employé et éligible pour le 75%? La réponse, en tout cas, Annie, je pense que la réponse, c'est non. Hein. Parce que cette personne-là est un travailleur indépendant, n'a pas sous le payroll de l'employeur. Donc, à ce moment-là, en tout cas, à mon avis, corrige-moi, Annie, mais je pense qu'il ne serait pas admissible. Oui, je pense effectivement, c'est vraiment, on parle de salaire versé à des employés, donc c'est une relation particulière employé-employeur à ce niveau-là. Très bien, merci. Alors, on va prendre les 2 dernières questions parce que le temps passe. Alors, où peut-on avoir de l'aide si notre banquier nous refuse le prêt d'urgence? Écoutez, le banquier, dans le fond, qui refuse le prêt d'urgence, il faudrait qu'il y ait vraiment une bonne raison parce que normalement, c'est supposé d'être automatique. Là, parce que un des prérequis de ce programme-là, c'est vraiment faut que ce soit avec la banque où vous faites principalement vos affaires. Donc, ça prend et que vous n'ayez pas fait la demande à un autre banquier. Donc, évidemment, il faut que ce soit votre banquier principal. Normalement, c'est assez automatique. Là.
Alors, donc on va prendre encore une question. Un employé âgé de 70 ans peut-il réintégrer son emploi présentement? Wow. Ben, là, outre des questions peut-être de droit de l'emploi ou de situation particulière, là, au niveau de purement de la subvention salariale, il n'y a pas de restriction en termes d'âge. D'accord. Alors, dernière question, dernière des dernières. Pour le calcul de la diminution des revenus de mars 2019 à mars 2020, est-ce que les revenus de membership comptent comme revenus de ce mois? C'est une question qui avait été effectivement beaucoup posée. Oui, si on utilise la méthode de comptabilité de caisse, oui, on peut les considérer, mais il faut être sûr qu'on utilise la même méthode pour le mois qu'on compare. Oui. Très bien. Mais en tout cas, je vous remercie tous les trois. Il y a eu énormément de questions. On va les récupérer et puis de toute façon, on communiquera vos coordonnées à la fin du webinaire. Donc, merci à vous trois. Je pense que c'était très utile et très instructif. Il y a eu énormément de questions, donc je crois que ça illustre bien l'intérêt qu'il peut y avoir, évidemment, pour toutes les annonces gouvernementales récentes. On va passer au dernier point du webinaire. Merci à vous, en tout cas. Merci. 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 Alors, on va passer à la partie du sondage sur l'impact économique de la Covid sur les clubs de golf au Québec. Alors, le sondage a été effectué entre le 9 et le 13 avril et on a une participation de 63 clubs de golf. Alors, je suis désolé, il y a un petit décalage au niveau de l'informatique. Donc, comme vous voyez, comme on peut observer, la grande majorité des répondants n'a pas l'intention de modifier les tarifs de ces droits de jeu. Je vous laisse quelques secondes pour regarder les pourcentages. 76% exactement. Ah, alors, petit problème technique. La diapositive ne se... Je suis désolé, il y a un petit problème technique. On va repartir sur la présentation. Alors, j'espère que vous allez pouvoir voir comme ça parce que c'est peut-être plus simple. Alors, je vais me remettre quand même en plein écran. On va réessayer. Alors, au niveau des voiturettes, vous voyez que on observe la même tendance que pour les droits de jeu. Donc, 73% des répondants indiquent qu'ils ne vont pas changer les tarifs de location de leur voiturette. Au niveau de la restauration, on constate également la même tendance, 81%. Pour les abonnements, 85%. Je vous laisse quelques minutes pour regarder les pourcentages. Alors, on va faire un petit focus un peu plus sur cette diapositive. Donc, vous voyez qu'au niveau d'un possible remboursement ou d'un crédit pour les abonnements, il y a 45% des répondants, ici 45% des répondants, qui vont appliquer au prorata un crédit sur la valeur de leur abonnement en 2021. Alors, je vais vous donner un exemple pour illustrer ces propos. C'est que si on prend un abonnement de 1 200 $ sur 6 mois, alors si une personne ne peut pas jouer pendant un mois en 2020, donc ce qui équivaut à 200 $, il y a un crédit de 200 $ qui sera appliqué sur l'abonnement en 2021. Donc, c'est la méthode privilégiée pour répondre aux éventuelles questions que vous pourriez avoir de vos membres. Après, à vous de déterminer la date à partir de laquelle vous voulez appliquer ce crédit. Là aussi, si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer au même numéro et on y répondra par la suite. Alors, est-ce que le nombre d'événements sera identique entre 2020 et 2019? C'est une diapositive importante parce que comme on voit qu'il y a 60% des répondants qui ont déclaré que leur nombre d'événements baisserait de plus de 50% cette année en 2020. Donc, 60% des répondants ont déclaré que leur nombre d'événements allait baisser de plus de 50%.
Alors, au niveau de tout ce qui est modification de votre politique de réservation, de réservation ou d'annulation d'événements, il y a deux visions bien différentes qui ressortent du sondage. La première, c'est que certains vont appliquer une politique de réservation et d'annulation d'événements plus souple. Donc, quelques exemples, en fait, faire un transfert l'année suivante sans pénalité, rembourser des dépôts. Donc ça, c'est la vision, je dirais, plus souple, avec une modification de votre politique de réservation, d'annulation. Et l'autre, c'est les 60% qui restent, c'est au contraire, ils vont appliquer et continuer d'appliquer leurs conditions actuelles. Donc deux grandes, je dirais, familles de pensée par rapport à ce point. La typologie de la clientèle, est-ce qu'elle va évoluer? 45% disent oui, 55% disent non. Commentaire qui est revenu souvent dans le sondage, c'est que ces pourcentages en fait, qui vont être amenés à changer, je dirais, dépendamment de la décision basée sur la décision d'un déconfinement par âge, où les aînés seraient possiblement confinés plus longtemps que le reste de la population. Donc, si on arrivait à cette solution d'un déconfinement par âge, évidemment, la typologie de la clientèle serait amenée à changer énormément. Il y a énormément d'aînés, je dirais, dans les clubs de golf. Alors, avez-vous une boutique en ligne? Vous voyez qu'il y a 33% qui ont dit oui et 67% qui ont répondu non. Alors, j'invite quand même qu'on peut certainement tirer des enseignements de cette situation. Et pour ceux qui ne sont pas encore équipés d'une boutique en ligne, je dirais que c'est peut-être temps de le faire parce qu'il y a quand même beaucoup de, comme on va le voir dans les diapositives suivantes, il y a beaucoup de revenus qui sont engendrés via les boutiques en ligne. Alors, j'en parlais, vous l'avez ici. Ces chiffres-là, ils ont été récoltés entre le 9 et le 13 avril, mais c'est évidemment les ventes depuis le mois de mars et jusqu'au 13 avril. Alors, vous voyez qu'il y a 15% des répondants qui ont réalisé des ventes en ligne entre 10 000 et 50 000 $. Je vous laisse regarder les chiffres. Mais on peut déjà tirer un constat, une conclusion de cette diapositive, c'est que ces chiffres ils sont bien inférieurs à ceux réalisés pendant les salons Expo Golf. Après plusieurs discussions et en fonction des résultats du sondage, on voit que les ventes en ligne, au mieux, représentent 50% des ventes qui ont été réalisées lors des Expo Golf. Alors, je dirais que la conclusion qu'on peut en tirer, c'est que les salons Expo Golf ils sont indispensables pour vous assurer des revenus importants avant le début de saison. Alors, au niveau de la perte d'activité, ce sont des statistiques importantes. On observe que 40% des répondants estiment leur perte d'activité à plus de 31%. Donc 40% des répondants estiment leur perte d'activité à plus de 30% pour cette année. Alors évidemment, la réalité, elle est différente d'un club à un autre. Il y a des clubs de golf qui ont une restauration qui a une part beaucoup plus importante dans leur revenu que d'autres. Mais on voit déjà l'impact important de la Covid. On l'a vu précédemment avec le nombre d'événements qui sont en forte diminution. Et puis en termes d'activité, 40% ont répondu qu'il y aurait une baisse d'activité de plus de 31%. On va passer maintenant à la partie un petit peu plus ressources humaines. Est-ce que vous allez faire un ajustement de vos effectifs? Là, les résultats, il n'y a pas beaucoup de surprises dans les résultats, si je peux dire. Il y a 86% qui ont répondu à la baisse et 14% inchangés. Donc, on va voir un petit peu plus en détail au niveau de nombre de mises à pied qui seraient faites dans les clubs de golf. On voit qu'à 32%, il y aurait de 2 à 5 mises à pied dans les clubs de golf. C'est quand même intéressant de voir qu'il y a 12%
qui ont répondu, 12% qui ont répondu qu'il y aurait plus de 21 mises à pied cette année. Donc, c'est quand même des chiffres en termes d'emploi qui sont, je dirais, dramatiques, mais certainement nécessaires. Alors, dans quel domaine on voit les mises à pied? C'est assez équivalent en termes de résultats. Il y a quand même 68% qui ont répondu que ce serait en cuisine et 60% pour tout ce qui est service à la clientèle et au terrain, les employés de terrain. Donc, les employés de terrain, c'est certainement parce que il y a eu, avec les récentes annonces, ça explique certainement ce chiffre, malgré le fait que ça soit nécessaire de poursuivre l'entretien des terrains pour une ouverture prochaine. Alors, on va continuer sur la partie aussi ressources humaines. Concernant les employés qui ont été contaminés par la COVID, eh bien là, il y a 100% qui ont répondu non, donc c'est une bonne nouvelle. Et les employés mis en quarantaine, il y en a quelques-uns qui ont été mis en quarantaine. 23% des répondants ont répondu qu'il y avait eu des employés mis en quarantaine. Au niveau des mesures sanitaires, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur le site web de la NPTG du Canada, là, il y a pratiquement 100%, 97% qui vont mettre en place les mesures sanitaires préconisées par la NPTG du Canada. Alors, je vous parlais du site web. Vous avez ici le site web et je vais, pardon, petit problème technique. Et donc, vous pouvez retrouver en fait toutes ces informations sur notre site web. On a un centre de ressources qui est mis à jour quotidiennement. Vous avez à la fois des recommandations pratiques, vous avez les annonces gouvernementales au niveau provincial, au niveau fédéral, et tout ce contenu en fait est remis à jour tous les jours. Dès qu'il y a une annonce, vous retrouvez le contenu sur notre site web. Alors pour conclure, je tiens à remercier déjà tous les clubs de golf qui ont participé à ce webinaire. Je le vois là, on a près de 150 personnes qui ont participé au webinaire, plus de 110 clubs de golf. Donc merci à tous. J'espère que vous avez trouvé l'information intéressante. Également, je voulais remercier nos fournisseurs GolfMax, Toro et Moneris, et bien sûr la firme KPMG de nous avoir éclairé sur les différents points concernant les annonces gouvernementales. Les questions qui ont été posées et qui n'ont pas été répondues, on fera un suivi dans les prochains jours pour pouvoir répondre à toutes ces questions. Également, en fait, un deuxième webinaire sera probablement organisé pour vous tenir informé de l'évolution de la situation. Merci à tous et bonne fin de journée. Au plaisir.